d'Ivoire, le FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo a lancé à Abidjan l'opération Inondation électorale, une opération qui vise à inciter ses militants à s'inscrire massivement sur les listes en vue des prochaines élections. Au Soudan, près de 4 milliards de dollars ont été saisis à l'ancien président Omar el-Béchir et son clan. L'ancien chef de l'État est toujours en prison et d'autres procès sont en attente contre lui. On en parle dans ce journal. Et puis en Algérie, les manifestations du Irak ont repris après quelques mois de suspension pour cause de coronavirus. Lundi, les contestataires étaient dans les rues en dépit de l'interdiction de manifester. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo a lancé à Abidjan l'opération Inondation électorale. L'objectif de cette opération est d'inciter ses militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue des prochaines élections présidentielles et législatives prévues dans 5 mois. Voici les détails. Le comité électoral du FPI met en mission 206 délégations à l'assaut de tout le territoire national et de la diaspora ivoirienne en vue de la sensibilisation et de la mobilisation des militants et des électeurs, a expliqué le parti dans un communiqué. Cette vaste mission sur 3 jours, du 5 au 7 juin, a pour objectif l'acquisition des documents administratifs, notamment de cartes d'identité par les militants et électeurs en vue de leur inscription sur la liste électorale 2020 selon le test. Le FPI pro-Gbagbo poursuit son changement de stratégie annoncé fin 2019 après avoir boycotté les élections depuis 2011 et la chute de Laurent Gbagbo, puis son transfèrement à la Cour pénale internationale. Le parti s'était scindé en 2 factions. D'un côté, les Gbagbo-riens et de l'autre côté, les rénovateurs représentés par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan qui continuait de participer à la vie politique. Le 30 avril, les 2 principaux partis d'opposition ivoiriens, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié et le FPI pro-Gbagbo, ont signé un accord politique en vue des élections présidentielles et législatives prévues fin octobre, sans toutefois parler d'alliance. Les 2 partis avaient assuré, fin décembre 2019, qu'ils présenteraient tous 2 des candidats à la présidentielle. L'éventuel retour de Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle en Belgique est une des grandes inconnues de la politique ivoirienne. Acquitté en première instance de crimes contre l'humanité par la CPI, Gbagbo doit attendre que la Cour statue sur l'appel du parquet qui a contesté le verdict. 10 ans après la crise post-électorale en 2010-2011 qui avait fait quelques 3000 morts, la présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue en Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. Au Burundi, l'opposition prépare son recours après la victoire du candidat du pouvoir Evariste Ndayishimiye à la présidentielle. Le parti du candidat malheureux Agathon Rwasa, le Conseil national pour la liberté, qui dénonce une mascarade électorale et un scrutin non crédible, a confirmé son intention de saisir la Cour constitutionnelle. En décidant de saisir la Cour constitutionnelle, l'opposition ne se fait toutefois pas d'illusions, estimant que la Cour est acquise au pouvoir. Selon les chiffres officiels de la Commission électorale nationale indépendante, le candidat du CNDD-FDD, le général Evariste Ndayishimiye, a remporté la présidentielle du 20 mai avec 68,72% des voix contre 24,19% pour l'opposant Agathon Rwasa. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabund n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été destitué de son poste par un vote des députés. Des précisions à travers ces images. Jean-Marc Kabund, le président intérimaire du parti présidentiel l'UDPS, a été destitué de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale ce lundi soir. Il a fait l'objet d'une motion qui a été initiée par Jean-Jacques Mamba, député du MLC. À l'origine de l'affaire, la proposition des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de convoquer le Congrès pour formaliser l'état d'urgence sanitaire convoqué au mois de mars par le président Félix Tshisekedi. Et c'est par une écrasante majorité que Jean-Marc Kabund a été éjecté de son fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 315 députés, 289 ont voté en faveur de la pétition initiée par le député du MLC, Jean-Jacques Mamba.
Ce dernier avait accusé le président intérimaire de l'UDPS, le parti présidentiel, d'avoir terni l'image de l'Assemblée nationale pour des allégations que Jean-Jacques Mamba avait qualifiées de mensongères. Peu après avoir demandé la déchéance de Jean-Marc Kabound, l'auteur de la pétition a été arrêté le week-end dernier. La justice l'a poursuivi en flagrance et placé en résidence surveillée, l'accusant de faux et usage de faux, en écriture pour une signature sur sa pétition qui aurait été usurpée. Cette intrusion de la justice dans les affaires parlementaires n'a pas été appréciée au sein de l'Assemblée nationale. La présidente de cette chambre, Janine Mabunda, et plusieurs autres députés, coalition au pouvoir et opposition confondues, ont en cœur exigé la libération de Jean-Jacques Mamba. Restons en République démocratique du Congo où le procès pour corruption de Vital Kamerhe, principal allié du président de la République Félix Tshisekedi, a repris hier lundi à Kinshasa. Fermée aux autres médias, l'audience a été retransmise en direct par la radio-télévision nationale congolaise. Voici les images. À la reprise de leur procès ce lundi pour détournement de fonds présumés devant un tribunal à Kinshasa, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, et son coprévenu sont passés à l'offensive en clamant leur innocence. Comme il y a 2 semaines, l'audience devant le tribunal de grande instance a eu lieu dans l'enceinte même de la prison centrale de Makala. Fermée aux autres médias, l'audience est retransmise en direct par la RTNC. À la barre, Vital Kamerhe, tout en demandant sa remise en liberté provisoire, a déclaré vouloir laver son honneur et celui de ses enfants face au tribunal qui l'accuse du détournement de quelques 50 millions de dollars de fonds publics alloués à la construction de 4500 logements sociaux. Dossier à l'appui et prenant à témoin la caméra qui filme le procès pour la chaîne d'État RTNC, le principal allié du président de la RDC a affirmé que sur le fond, le contrat entre l'État et la société Samibo avait été signé en avril 2018 avant sa nomination en janvier 2019. Je suis innocent, a clamé son co-accusé, l'entrepreneur libanais Jamal Sami, patron de Samibo. Après 5 heures de débat, la prochaine audience a été fixée au 3 juin prochain et toutes les parties ont formulé la demande de faire comparaître plusieurs témoins à cette audience. À noter que les 2 précédentes demandes de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe ont été rejetées. Au Soudan, près de 4 milliards de dollars ont été saisis à l'ancien président Omar el-Béchir et son clan. Information confirmée par le comité anticorruption mis sur pied en décembre pour démanteler le système du président déchu. L'ancien chef de l'État est toujours en prison et d'autres procès sont en attente contre lui. De 3,5 à 4 milliards de dollars ont été saisis en moins de 6 semaines dans la galaxie Béchir. Il s'agit d'argent, de biens immobiliers ou encore de parts dans des sociétés, a révélé le porte-parole du comité anticorruption. Depuis l'arrestation de l'ancien président il y a 13 mois, les saisies sont régulières. Elles avaient commencé quelques jours après son interpellation. Près de 130 millions de dollars avaient ainsi été retrouvés dans sa propriété, cachés dans des sacs. Depuis, les biens de son parti, de médias ou encore d'amis et proches ont été soit gelés, soit remis au ministère des Finances. Condamné à 2 ans de détention en décembre, Omar el-Béchir est toujours à la prison de Kobe à Khartoum. De nouvelles charges seront prochainement lancées concernant le blanchiment d'argent, la corruption ou encore l'enrichissement illégal à l'égard du président Omar el-Béchir. L'institution anticorruption va également se pencher sur le cas des anciens fonctionnaires démis de leurs fonctions abusivement par l'ancien régime. Cet argent de la dictature remis dans les caisses de l'État est bienvenu tant l'économie du Soudan est en difficulté. Mais l'activiste Ahmed Farid pense que le chiffre de 4 milliards est exagéré, que la valeur des saisies a été gonflée et n'aura pas d'impact sur l'économie à court terme.
Après quelques mois de suspension pour cause de coronavirus, les manifestations du Irak ont repris en Algérie. Hier lundi, les contestataires étaient dans les rues en dépit de l'interdiction de marcher et de manifester. La plus récente manifestation a été organisée à Kabylie, à l'est d'Alger, la capitale, selon des vidéos et des photos largement diffusées sur les réseaux sociaux. Sur une vidéo, on voit un cortège ouvert par des protestataires en scooter qui défilent en chantant « Pouvoir assassin et État civil », la revendication phare de la contestation. C'est à Quetta qu'a débuté le 16 février 2019 la première marche du Irak, mouvement de protestation inédit qui a ébranlé le pouvoir algérien jusqu'à sa récente suspension provoquée par la crise sanitaire. Également relayé sur les réseaux, un autre défilé de solidarité avec les prisonniers s'est tenu au nord du pays dimanche, jour de l'Aïd, la fête marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Heureux Aïd à tous les détenus politiques, pouvait-on lire sur une banderole. D'autres marches similaires ont eu lieu dans d'autres localités à Tizi Ouzou, malgré le confinement et la pandémie du coronavirus. Selon le dernier comptage du Comité national pour la libération des détenus, près de 50 prisonniers d'opinion et politiques sont toujours dans les geôles du pouvoir. Les manifestants pro-Irak avaient déjà manifesté le 13 mai à Béjaï et le 10 mai près de Tizi Ouzou, autre ville de Kabylie. Toute forme de rassemblement est interdite depuis mi-mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, qu'elle soit politique, religieuse, culturelle ou sportive. Nous sommes toujours en Algérie. Le pays ne compte pas renoncer à la chloroquine dans le traitement contre le coronavirus, malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé de suspendre les essais cliniques. L'annonce a été faite par le docteur Mohamed Bekat, membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. D'après le médecin, des milliers de cas ont été traités avec ce médicament, avec beaucoup de succès à ce jour, et aucune réaction indésirable n'a été jusque-là noté également. Président du Conseil de l'Ordre des médecins algériens, le docteur Bekat a précisé qu'aucun décès lié à l'utilisation de la chloroquine n'a été jusque-là enregistré. Et dans le même registre, le Brésil a également décidé de maintenir l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter le nouveau coronavirus. L'annonce a été faite lundi par le ministère brésilien de la Santé. Reportage. Malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé de suspendre temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine par mesure de précaution, le ministère brésilien de la Santé a annoncé ce lundi qu'il maintient sa recommandation d'utiliser ce médicament pour traiter le nouveau coronavirus. Não maleficência quando nós assumimos a nossa capacidade. Nous assumons notre capacité en tant qu'organe directeur du système de santé universel du pays à suggérer une dose qui correspond à une prescription sûre. Et pour respecter un autre principe bioéthique, il s'agit de maintenir notre capacité à donner aux patients le droit, qui est le droit du système de santé universel, de garantir un médicament à tous ceux qui le souhaitent. Nous suivons donc avec beaucoup de calme et de sérénité nos lignes directrices et il n'y aura pas de changement dans la note qui a été faite le 20 mai. Na nota que foi feita e divulgada no último dia 20. Sous la pression du président Jair Bolsonaro, le ministère de la Santé du Brésil, le pays le plus durement touché par le coronavirus en Amérique latine, a publié la semaine dernière un document qui étendait les recommandations d'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, y compris au cas bénin de Covid-19. Ceci, malgré le manque de preuves concluantes de son efficacité. Cette décision a déclenché une vague de critiques dans la communauté scientifique brésilienne. Avec plus de 363 200 cas et plus de 22 660 morts selon les derniers bilans officiels, le Brésil, qui compte 210 millions d'habitants, est le pays le plus touché par la pandémie en Amérique latine et le deuxième dans le monde entier, derrière les États-Unis, en nombre de cas confirmés. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.